Ok, donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Loïs. Donc on avait déjà fait je le reçois une deuxième fois sur Puissance Santé. On avait fait un podcast qui avait très très bien marché, qui était assez généraliste, qui était sur comment s'entraîner pour être en bonne santé. Il y avait énormément de bons retours, beaucoup beaucoup de vues, enfin d'écoutes pour le coup. Et du coup j'ai décidé de surfer sur la vague, de rester dans la même lignée. Et donc on va faire un truc extrêmement spécifique qui va du coup être beaucoup moins généraliste. On va s'intéresser à la préparation physique dans les sports de combat. Donc Loïs, il fait des sports de combat avant qu'il sache marcher, probablement. Ça fait combien À peu d'années? près, ouais. Ça fait... Bah écoute, j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Enfin, je ouais. savais déjà marcher à l'âge de 10 Tu ans. savais déjà marcher? Bah, Et ça, t'étais dans les temps. ça fait 32 ans du coup. 32 ans. Et bon, t'as fait beaucoup de sports. T'as fait de sports de combat. T'en as fait quelques-uns. T'en as fait pas mal en pyjama, en kimono. Mais t'as aussi Alors, fait un stage calme-toi. de... T'as aussi fait un passage boxe thaï, hein, si je dis pas de Muay Thai J'ai fait, j'ai commencé par le judo et le full contact. Ok, si je me trompe pas, il y a un kimono. Alors en judo, il y a un kimono, en full contact. Voilà. Donc, tu as commencé directement par le kimono. J'ai Après, commencé par voilà, la notion vraiment judo, du full en même temps. Après, j'ai travaillé beaucoup sur Kyokushinkai, Sambo combat. ah, Euh, voilà. Euh, ça revient à la mode maintenant, le sambo. J'ai travaillé. Après, j'ai fait pas mal pendant d'années de pieds-points en support du travail de sambo combat. mhm. Donc, pas mal d'anglaise, pas mal de thaï. Euh, voilà. Et après, j'ai combattu en JJB, Pancras, Kempo, sambo sportif, sambo combat, en judo Newaza, en Jiu-Jitsu Fighting System, qui est une forme un peu mixte aussi. Euh, voilà. Et là, C'est tout. aujourd'hui, c'est Un beaucoup peu de. jiu-jitsu brésilien aujourd'hui, beaucoup en pyjama, comme tu allais dire, et un petit peu en audio. Et d'ailleurs, maintenant ta propre salle. Enfin, tu donnes tes propres cours. Alors, ouais, je travaille à Saint-Laurent-du-Var, donc on a Mhm. avec le club de judo où on a une section affiliée avec Safe to Me et Coaching Lab. Donc on reste en lien, bien sûr, avec Safe. Avec Saïf, qu'on connaît tous les Vous avez deux. reçu aussi d'ailleurs. Qui était venu? Ouais, Vous que avez j'avais reçu. reçu. Je crois que Saïf, c'est Voilà. l'un des premiers à être venu sur Puissance Santé. Saïf, c'est quand même, à l'heure actuelle, bah, du coup, l'entraîneur d'un nouveau champion du monde. De Nico Schwenninger qui vient de faire Ouais. champion du monde ceinture violette aux États-Unis, c'est énorme. Voilà, donc à Nice, on a ce qu'il faut en Jiu-Jitsu. Du coup, nous, enfin moi en tout cas, je vais t'utiliser aujourd'hui entre ton passif, ton expérience dans les sports de combat et ton expérience dans la préparation physique, parce que bon, j'avais déjà fait ta présentation, on va pas refaire tout ton pédigré dans la préparation physique, je pense que beaucoup te connaissent. Tu gères des athlètes dans les sports de combat et donc on va parler de la préparation physique dans les sports de combat. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quels sont, en tout cas, de notre point de vue, puisqu'on va échanger dessus, des erreurs qu'on peut retrouver, des choses qu'on ferait ou des choses que toi tu fais avec tes athlètes pour essayer de guider un petit peu ça, parce que le sport de combat aujourd'hui c'est à la mode. Le MMA il a la hype comme jamais. Mhm. Et du coup, il y en a pas mal qui s'y mettent et du coup, ça peut être intéressant de discuter dessus. Donc la première question, forcément, elle est très généraliste, on va y aller un petit peu en entonnoir, mais d'après toi, si on prend l'ensemble des sports de combat, si jamais on est capable de retrouver des points communs dans tous les sports de combat, quels seraient les axes à travailler, sachant qu'on va quand même différencier les sports, on va dire, de préhension, donc tout ce qui va être judo, lutte, etc., jiu-jitsu, et les sports de percussion, où là, pour le coup, on va avoir des coups qui vont être portés et encaissés. Donc, quels seraient pour toi les axes de travail les plus importants? Alors, je pense que le premier axe de travail, parce que tu vois, j'ai réfléchi à la question sur sport de percussion, sport de préhension. Donc, Mhm. est-ce qu'il va y avoir des axes de travail différents? Et la réalité, c'est que si tu prends un judoka offensif ou un judoka défensif, qui travaille sur du contre-attaque et qui bloque et qui travaille sur du contre, c'est pas la même dynamique pour les deux. C'est même pas du tout la même façon de se préparer physiquement. T'en as un des deux qui est peut-être amené à faire deux, trois attaques par minute et l'autre qui est peut-être amené à faire du déplacement, de la gestion isométrique et une ou deux attaques par combat. Ce qui veut dire que, en gros, en fonction de ça, tu prends juste ça, hein, tu peux avoir des profils un peu similaires en boxe, même si tu vas avoir une fréquence de frappe qui va être globalement plus importante. Et tu prends ensuite la notion de catégorie de poids. Tu vas t'apercevoir que un boxeur poids lourd
qui va travailler sur du dirty boxing, c'est-à-dire accrocher, frapper, contrôler. Un peu ce qu'a fait Ngannou aussi contre Tyson Fury, qui vient tu vois, lui, il vient aussi du MMA. Ben, parfois, tu vas avoir plus de similitudes entre un judoka et un boxeur, parce que, en fait, en gros, ils sont dans la même catégorie d'efforts. Et donc, la frontière percussion-préhension, elle va être très mince, en fait, dans ce cas-là. Donc Ok. ça c'est la première chose à se rappeler parce que avant de décrire une activité et de dire voilà, en fait, en judo, on tire, donc en fait, on va tous faire des uchikomi avec des gros élastiques et du pendlero et on va faire un circuit avec ça. Ou si un boxeur, bah, on va jeter une landmine ou une barre et on va faire de l'échelle d'agilité. Bah, il faut s'intéresser à la personne et à son style de combat actuel et aussi ce vers quoi elle veut tendre. Et peut-être que, alors peut-être, on va peut-être être obligé de donner un petit peu dans le podcast des outils et des recettes pour les gens. Mais si on se penche pas sur l'individualisation et le profil qu'on a, et dans la boxe, tu vois, si tu regardes l'histoire de la boxe, tu as eu des gars qui frappaient pas beaucoup, mais qui bloquaient bien, qui avaient je pense à Bernard Hopkins, tu vois, qui a boxé jusqu'à 45 ans, qui était très solide, qui se déplaçait juste bien. Et je pense que quand tu arrivais au corps à corps avec lui, ça devait faire bizarre, quoi. Ouais, Bernard Hopkins, on regardera surtout pas son dernier combat. Il a fait le combat de trop. Je crois Oui, non. il se fait sortir du ring. Il Ouais, et tombe il se fait mettre KO en sortant du ring. en sortant du ring. C'est une tristesse. Mais oui, oui, Donc effectivement. après, effectivement, dans tous les sports de combat, t'as quand même, ça reste des sports quand tu analyses, que ce soit 10 fois 3 minutes ou plusieurs fois 4 minutes ou plusieurs rounds de 5 minutes en MMA, tu as un fond aérobie qui est fondamental. Tu as un fond coordinatif et décisionnel qui est aussi fondamental. Et après, tu as l'individualisation. Là, c'est quelques points que je jetterai comme ça. Ok. Et bon, forcément, donc déjà, ce qui est important, c'est que tu as rappelé que, encore une fois, dans la préparation physique, dans la kiné, peu importe le domaine, mais quand on s'intéresse à un être humain, il y a forcément une individualisation à faire et on va avoir beaucoup de mal à donner des choses vraies et générales en même temps. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire. On va quand même, parce que c'est un peu ce que recherchent les gens quand ils écoutent le podcast, donner des pistes. Mais voilà, c'est-à-dire que les personnes intelligentes, elles comprendront que ce sont des outils qu'il faut après adapter au cas par cas. Et donc, euh, hormis du coup le fait de ne pas individualiser, est-ce que toi, de ton point de vue, de ton regard, tu as pu voir des erreurs dans la préparation physique, dans la gestion des combattants? Faut que je les balance toutes là. On a une heure et demie. Une heure et demie. Euh, alors, sur la partie prépa physique, c'est ça que Ouais, tu... ouais, au moins les plus communes, celles qu'on peut voir. Moi, après, je donnerai les miennes parce il y en a aussi que je peux retrouver et que bon, j'ai un peu squatté les salles de sport de combat aussi pendant quelques années. Donc, j'ai vu des choses. euh, Au-delà de dire que ce sont des erreurs, en tout cas, je vais dire que c'est des choses que je ne comprends pas et que je ne pourrais pas expliquer. Ouais, ouais, euh, ok. Bah, je pense que la première erreur de base, qu'on voit dans les sports de combat, c'est d'essayer de mimétiser l'activité. d'accord, tu viens de prendre C'est-à-dire la mienne. vraiment... Donc, j'ai plus rien à dire après. Après, on est potes, hein, donc à un moment... donc, vraiment, tu vois, j'essaie... Alors, il y a des logiques pour le faire. C'est ce qu'on appelle les exercices spéciaux de préparation. C'est-à-dire qu'il y a une logique pour le faire dans un intervalle précis, de mimétiser l'activité d'une manière un peu différente. Et il y a le faire bêtement sans comprendre. Je te donne un exemple du travail avec des bandes élastiques où tu vas tirer et tu vas mimétiser du judo. Ça peut avoir un intérêt si tu veux avoir un travail, un profil de résistance un peu plus marqué ou un peu plus léger que ce que tu as à l'entraînement. Ça peut baisser un petit peu la demande cognitive d'avoir un partenaire, de gérer le grip. Euh, et ça peut avoir un travail de renforcement spécifique où tu vas peut-être pouvoir aller chercher plus loin sur de l'extension et de la rotation dont tu vas avoir besoin en combat. Cela dit, à partir du moment où tu vas prendre la filière principale ou proche du combat, c'est-à-dire qu'en gros, les mecs vont vouloir se placer dans du glycolytique en permanence. Euh, Fumer l'athlète parce que ça fait un joli highlight et une jolie vidéo. Et répéter ça de manière hyper intense. Alors, ils vont soit mimétiser l'activité par des exercices proches, soit par des exercices un peu plus éloignés, mais on reste dans la même idée. Et ils fument l'athlète comme ça. À mon sens, ça va être une erreur. Parce que déjà, tu es en train de faire quasiment la même chose que ce qu'il faisait s'il s'entraînait.
Donc autant faire un entraînement si c'est pour ça. Sauf s'il y a une blessure et à ce moment-là, tu tournes autour de la blessure en faisant ça. Euh, En faisant ça, tu es toujours dans une zone de fatigue et tu as un truc qui n'est jamais, on n'en parle pas assez, je pense, c'est que l'endurance pour un combat, c'est bien, mais souvent le facteur décisionnel, c'est les fibres rapides. Et si tu n'es jamais en train de travailler sur un état de fraîcheur, bah, en fait, tes fibres rapides, ouais, elles travaillent un peu, elles s'activent, et puis après, tout de suite, tu passes sur de l'endurance, en fait. Et tout en t'apprends à être bon, compétent dans la fatigue, dans l'endurance, mais tu perds cette capacité à exploser et à prendre quelque chose à créer un acte décisif au milieu du combat, parce qu'en fait, t'as plus les capacités motrices, t'es plus en recrutement pour le faire régulièrement. Et ça s'entraîne avec plus de situations de fraîcheur et moins, sorry les crossfitters, mais c'est pas un crossfit sport de combat comme on a pu beaucoup le voir qui sert. Ce qui est difficile pour nous en plus en France, parce qu'on regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, qu'aux États-Unis, ils ont une façon de faire de la prépa physique souvent où ils se prennent pas beaucoup la tête, malgré le fait qu'on les idéalise, ils se disent bah voilà, le combat c'est ça, 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 ça. Je mets 20 exercices un peu éloignés, un peu proches, un peu trucs, et je fume le gars pendant le temps du combat. Ça, à mon avis, c'est pas top. Ok. Voilà, Toi, je suis. en tout cas, quand tu es un athlète naturel. Après, il y a peut-être d'autres, tu vois. C'est pas un jugement, c'est une Hmm. observation. C'est une observation, absolument. Et quand je vois qu'il y a un mec aux États-Unis qui fait de la prépa physique dans son garage, qui est hyper connu, il a des combattants de l'UFC, et tu as des mecs qui disent, voilà, j'ai été m'entraîner chez lui, la première séance, j'ai fait le truc le plus dur que j'ai jamais fait de toute ma vie. Il y a aucune prise de contact, quoi. Le gars, tu l'as juste, il a juste fumé la bike quoi. Ok. On l'a perdu. Première séance, on l'a perdu. Après, c'est vrai que il y a aussi ça, c'est que dans les sports de combat, il y a aussi cette. Moi, enfin, c'est pas du tout mon style, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est cette volonté un petit peu de souffrir. C'est-à-dire que si ça fait pas mal, si c'est pas dur, c'est pas efficace. On retiendra toutes les vannes qui te sont passées par la tête suite à cette phrase. Mais en gros, c'est ça. Si, il faut souffrir, il faut transpirer, tu vois, sinon c'est pas bon. Tu vois, il y a un peu cette culture du sport de combat où il faut que ce soit, ouais, que ce soit dur, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas toujours évident de le faire passer parce que si l'athlète n'a pas eu cette impression, d'ailleurs, toi, t'en avais déjà parlé où tu expliquais que quand tu faisais des suivis, etc., le premier mois, souvent, c'était un mois où tu l'utilisais pour découvrir un peu l'athlète, comprendre comment il fonctionnait, etc. Et tu avais parfois des retours au bout d'un mois où le gars te disait oui, alors c'était plutôt facile, plutôt ceci, plutôt cela. Et après, quand il attaque le deuxième mois où tu as fini par le connaître et que tu lui mets les bonnes choses, bon, il se rend compte finalement de la difficulté. Mais c'est vrai que il y a cette partie-là, cette durée-là où il y a une espèce d'observation, de découverte de la personne, où tu fais pas forcément des choses très difficiles, t'es pas là pour le mettre dans le mal. Et des fois, bah, la personne, elle est pas très, elle réceptionne pas très bien le message, quoi. Ça peut même la saouler, quoi. Bah alors après, c'est pour ça que bah, il faut pas hésiter à dire aux gens qu'on ne peut pas travailler avec eux déjà, quand ça passe pas, ou être capable de vraiment expliquer. Tu vois, là, j'ai commencé le travail avec une athlète qui vient du karaté. Alors c'est hors combat entre guillemets, même s'il y a des applications, mais c'est du karaté kata. Donc il y a quand même une notion hyper explosive. Voilà. Et effectivement, elle m'a dit des premières séances, c'est beaucoup moins intense sur les premières séances que ce que je fais d'habitude. Sauf que moi, j'ai vu qu'il y avait des trucs sur la mobilité à travailler. Euh, Quand on travaille sur des enroulements lombaires pour remonter les genoux vers le ventre, ce qui va être important pour le contrôle et du bas du dos et du bassin pour envoyer un coup de pied direct, par exemple, ou d'autres coups de pied, bah, par exemple, c'est difficile pour elle à faire. Et ça, si je ralentis pas, bah, je vais pas le voir. Donc, je vais pas être capable de le travailler. Donc, il y a peut-être un petit maillon de la chaîne qui va pas être travaillé correctement. Et bah, évidemment, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Et puis le jour où il commence à y avoir un petit bobo, un petit grain de sable dans la machine, bah, ça va pouvoir entraîner des problèmes. Donc 6 mois, et d'autant plus que les sportifs de haut niveau en général, mais les sportifs en général, étant extrêmement stressés et se projettent directement dans leur performance, il y a toujours cette urgence d'eux. Il y a l'urgence de performer, l'urgence de faire l'effort. Quand je suis blessé, il y a l'urgence de me soigner. Quand je suis pas blessé, il y a absolument aucune urgence, par contre, de faire des exercices qui pourraient éviter que je me mette dans cette situation. Donc, il y a toujours une urgence, une urgence. Si en tant que coach, on rebalance à cette urgence, bah, pas bien. Moi, il y a pas longtemps, je me suis bloqué le dos, je suis venu te voir. Mm. J'étais content de voir que j'étais avec quelqu'un pour qui, enfin, tu vois, même moi qui ai l'habitude et je sais ce que c'est, voir quelqu'un qui est calme
et qui gère tranquille, parce que quand je suis avec toi, t'es calme, t'es tranquille et tout, tu vois. Rien que ça a un effet en fait. Et c'est pareil quand tu travailles avec un athlète, qu'il ait l'impression que, je sais, j'ai compris que ce que tu veux, c'est faire tes rounds, être à fond. On va commencer par ça. Mhm. T'inquiète pas, on va y aller. Et après, il faut être capable. C'est là où la science, elle est intéressante. Je trouve qu'elle est plus intéressante dans le côté explicatif, parfois, pour contextualiser ce qu'on va faire, que dans le côté appliquer exactement. Oui, il y a une étude qui a dit qu'il faut faire 32 secondes pour être dans la bonne zone. Ça, c'est bien, ça se joue, ça se module. Par contre, être capable d'expliquer à un athlète ce que je te disais avant, le travail sur ses fibres rapides, que le travail aussi important, ça va aussi engager un stress oxydatif et qu'il faut être capable d'en récupérer et que le corps, c'est pas, on n'est pas Luffy ou Naruto et on peut pas toujours récupérer juste parce qu'en fait on s'est entraîné dur, qu'il y a des timings à respecter pour ça. C'est Mhm. important de leur faire comprendre. Surtout qu'en plus, en général, quand ils passent les 25, 26 ans, ça commence, tu sais, ils disent, bah, je m'étais jamais blessé avant, j'avais jamais ralenti avant, puis ça arrive. Donc il faut être capable de programmer des cycles où les choses se font tranquilles. Ouais, ça, je pense que c'est important. Et dans les trucs qu'on voit très fréquemment et qui, moi, m'interrogent. Alors, encore une fois, j'avais vu, tiens, je vais le citer parce que ça fait quand même partie des personnes qui m'ont influencé dans le sport, même si après. Mais Jean-Benoît Borin, il avait dit une phrase qui était intéressante, je trouve. Il avait dit dans le sport, un gars qui te dit ça sert à rien, en parlant d'une méthode, d'un travail, etc., tu peux être sûr que c'est un escroc. Parce que en fonction d'un contexte, il y a toujours un contexte dans lequel c'est utile. En tout cas, ça pourrait l'être. D'accord? Donc, on peut pas réduire une méthode à ça sert à rien, c'est nul. Point. Parler Et des profils force-vitesse ou non, il parlait pas des profils de force vitesse. Il parlait à ce moment-là, de l'utilisation des chariots lestés pour améliorer la vitesse de course. Parce que c'est vrai que ça a été un long débat. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus, d'ailleurs, notamment grâce à lui, démocratisé, mais pendant longtemps, on voulait pas les utiliser parce que soi-disant ça dégradait la technique de course, donc c'était les chariots lourds, je veux dire. Donc c'était mauvais pour la performance en sprint. Après, bon, on s'est rendu compte que finalement c'était pas si bête. Et un truc sur lequel je me questionne, c'est la place du footing dans les sports Mhm. de combat. C'est vrai qu'il y a très peu de combattants que tu verras jamais courir parce que c'est inscrit dans le code de. Je pense que quand tu prends une licence dans les sports de combat, on te dit que tu dois courir en même temps. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu interrogé sur l'intérêt du footing. Notamment, par exemple, les boxeurs, on les voyait courir. Enfin, il y a des vidéos de Mohamed Ali qui courait pendant des heures, Tyson qui se levait pour courir, tout le monde court. Mayweather qui court. Pourquoi courir, quoi? Moi, c'est vraiment un truc qui me questionne. Moi, je me demande quelle est la place des sports de combat dans la course à pied. C'est vrai qu'on a rarement vu un marathonien aller Tu sans. vois, et en fait, ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand tu inverses les choses, alors faut y aller tranquillement sur le raisonnement par l'absurde, mais déjà, quand tu inverses un peu les choses, tu relativises. Tu sais, c'est comme pour les étirements. C'est est-ce que je m'étire avant, au milieu, après? Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, si je veux devenir souple, il faut que je le considère autant qu'une séance de force, en fait. Mhm, Et je me mhm. pose pas la question quand je m'étire, si je mets une série de développé couché au début ou à la fin de ma séance de mobilité. Cela dit, si tu me permets 2 secondes, je vais juste lire un truc rapidement qui vient Ouais. de la. C'est pas une pub, hein, mais pour le coup, qui vient du travail qu'on a fait avec Fred sur la formation qu'on va proposer en sport de combat et qui est une définition d'activité. Parce que, en fait, si tu définis pas ton activité, tu peux pas savoir comment tu vas entraîner après. Si tu me Mhm. laisses 2 secondes pour ça. Je te laisse 2 secondes. Donc là, j'ai fait une définition du judo. Ouais. D'accord? Donc c'est de toi. C'est c'est moi qui ai Ok. écrit. C'est-à-dire que, Ok. en gros, je sors d'un modèle de performance, je modélise ce qu'est le judo. D'accord? Ok. Le judo est une activité d'affrontement en judogi, donc ce que tu appelles un pyjama, en corps à corps, où deux individus cherchent à créer, à défaire ou à nullifier, par la posture ou par le déplacement, des connexions. Donc deux individus, ils vont chercher à créer, à défaire ou à nullifier. Donc j'essaie d'attraper ton kimono, j'essaie de défaire ce que tu tiens, ou j'essaie de t'empêcher d'avoir quelque chose d'intéressant. Par ma posture ou par mon déplacement, des connexions, donc ce qui me permet d'attraper, dans le but de déséquilibrer, projeter, puis contrôler au sol. Ou bien anticiper, intercepter ou contrer. Donc ça, c'est les différents timings dans lesquels toutes ces actions vont avoir lieu. Les actions décrites quand elles sont effectuées par l'opposant. Ou Mhm. j'essaie de te faire ça, ou j'essaie de nullifier que tu me fasses ça. Ça repose sur la gestion des rapports d'opposition physique et informationnelle dans un environnement incertain. Mhm. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Comme c'est une définition écologique, c'est structuré par des contraintes d'organisme, c'est le poids, la fatigue, la posture, tout ce qui a un rapport avec mon corps.
des contraintes de tâches, c'est tout ce qui a rapport avec le temps, le score, le règlement, les consignes à percevoir, la technique, et des contraintes d'environnement, l'adversaire, la surface de combat, le public, l'arbitre, les enjeux aussi. Mhm. La réussite dépend de la capacité à percevoir et exploiter, j'enlève une phrase, mais les affordances, mais les opportunités d'action. Donc je dois percevoir au milieu de tout ça ce que mon adversaire me propose, ouverture, déséquilibre, pattern, c'est-à-dire ce qu'il va répéter, réaction, offert par l'opposant, tout en essayant de dissimuler et maximiser les miens. Ok. Ça, c'est une définition du judo. Ok. Je vais répondre à ta question sur la course à pied. Ouais, ouais, non, mais Maintenant, vas-y, j'aime bien ce que tu proposes. une fois que j'ai fait ça, j'ai repris tous ces savoir-faire, d'accord? Donc toute cette définition, elle constitue des savoir-faire, des contraintes environnementales, des contraintes d'organisme, des contraintes de tâches. Gérer un affrontement, créer des connexions, défaire des connexions, projeter, anticiper, contrer. Et des verbes qui sont importants, percevoir, exploiter, dissimuler. Ok. Une fois que je me suis positionné sur ça, j'ai fait une autre recherche et je me suis dit, quels sont les savoir-faire qui distinguent le combattant du dessus du combattant du dessous? En termes de Jusqu'à un niveau? certain, en termes de niveau, en termes de résultats, c'est-à-dire Ok, l'élite. ok, ok. Qu'est-ce qui différencie le Teddy Riner de tous les mecs en dessous de lui, voilà. Et je me suis posé la question essentiellement sur les sports de combat, mais on peut se poser la question sur d'autres sports, mais dans les sports de combat, c'est important. En gros, passer à un certain niveau, qui est le niveau jeune, intermédiaire, tout le monde arrive à un niveau de condition physique à peu près équivalent. Donc, qu'est-ce qui distingue les combattants? Résoudre des problèmes complexes, jouer avec les contraintes du règlement, dominer les moments clés, gérer sa fatigue et faire fatiguer l'autre plus que soi, s'adapter de manière technico-tactique, maintenir une robustesse émotionnelle, c'est-à-dire maintenir une stabilité malgré les fluctuations de ses émotions, gérer la distance spatiale et temporelle, créer et exploiter les opportunités, manipuler l'adversaire, lire le jeu de l'adversaire. Tu vois, tout ça, c'est un petit schéma que j'ai fait, je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit à peu près. Mais ceux qui voudront le voir, ils devront faire la formation. C'est pas plus mal. Voilà. Quelle est la place de la course à pied dans tout ça? Moi, j'ai toujours pensé que la course à pied était là pour faire le poids. Non, mais alors faire le poids, bien sûr, ça rentre dans les contraintes d'organisme. Euh, la course à pied, elle a une valeur parce qu'on va travailler des choses. À mon avis, elle a surtout une valeur heuristique. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux répondre à beaucoup de situations en faisant des choses assez simples. Je te prends un exemple des Japonais en judo. La course à pied, ça se résume en général à deux choses. Un petit footing pour s'activer ou pour être en collectivité. Donc il y a une fonction de team building. Et ensuite, ils ont deux activités principales, c'est les escaliers ou la course en côte. Voilà, qui leur servent en fait de conditionnement basique. Mais l'importance, c'est que ce profil de conditionnement, à mon sens, il doit être polarisé. Je reprends le mot à la mode. Ça veut dire que au centre, tu as toute cette approche que je viens de te décrire, qui consiste à prendre l'activité, les savoir-faire, à vérifier que ton athlète se situe plus ou moins dans un peu tout et ensuite certaines choses qu'il fait mieux que les autres. Analyser peut-être sous le côté, sous l'angle des capacités physiques, certains de ces points et voir si certaines capacités physiques peuvent améliorer certains de ces points. Ce qui reste parfois à démontrer. Une fois qu'on a vu ça, je vais me poser et je vais dire, OK, est-ce que la course à pied, à certains niveaux, elle va répondre à certaines problématiques? Je suis pas persuadé. Par exemple, moi, quand je m'occupais de Christophe, qui était en première div de judo, je préférais lui demander de répéter des techniques de judo à basse intensité pendant 1 heure, voire même certains katas de judo, et lui faire répéter. Comme ça, je sais que il travaillait à droite, à gauche, il travaillait sa technique et il avait son fond d'aérobie, plutôt que d'aller courir. Et en fait, je lui demandais d'aller courir quand il n'avait pas de partenaire pour faire ça. Parce que je préfère que les judokas, ils travaillent toujours d'un côté, la tête, l'œil, le cou, les chutes. Je préfère qu'il ait un travail où il se latéralise un peu et il fasse du judo, et du grip à basse intensité pour préparer les tissus, et des déplacements, et du timing, et du contact, plutôt que d'aller faire un truc en ligne droite où tu vas pas avoir la même relation à l'effort. Maintenant, si tu as des marqueurs qui te montrent que ton gars, il est en surplus
de judo, il arrive plus à être lucide sur son activité, sur son sport de combat, effectivement, à ce moment-là, c'est intéressant de le sortir et d'aller faire de la course à pied. Par contre, la grosse limite, c'est de tester en course à pied, donc là, le fameux test VMA ou autre, et de se baser sur ça pour faire progresser la condition physique en judo En judo, ouais. Mm. ou en autre sport. Mais j'ai eu de Mm. la conversation avec un jeune en sport de combat il n'y a pas longtemps. Et il me dit, c'est ça, il parlait avec Saïf. Saïf me dit, ouais, pose la question à Loïs. Et c'était un judoka pour le coup. Et il me dit, ce soir, je dois aller faire des sprints. Qu'est-ce que tu en penses? Et je lui dis, quand tu combats, est-ce que t'es en forme? Non, en compétition, je fais un combat de 5 minutes, après je suis mort. Ok, tu fais des combats de 5 minutes régulièrement à l'entraînement. Oui, je fais 5 minutes, 1 minute 30 de récup. Donc tu es capable de faire 10 fois 5 minutes avec 1 minute 30 de récup, mais tu n'es pas capable de faire 3 à 5 fois 5 minutes avec 10 minutes de récup. Mais tu es capable de faire 20 sprints à fond en côte. Le problème, il n'est pas dans la condition physique. Le problème, c'est que tu n'es pas capable de faire ça dans un environnement complexe, avec l'enjeu de la compétition, etc. Combien de fois tu es capable à l'entraînement de t'entraîner vraiment à fond? Et si tu n'es pas capable de t'entraîner vraiment à fond, notre boulot en tant que préparateur physique, c'est aménager des conditions d'entraînement à fond. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de te faire 5 minutes à fond en judo parce que peut-être que c'est dangereux et qu'il y a des risques. Est-ce que je suis capable de faire baisser ton niveau de condition, de physique, par des ateliers que je vais mettre autour? Par exemple, 1 minute de burpee et judo, ça baisse un petit peu le niveau d'enjeu physique pour moi et mon partenaire, mais je suis capable de me mettre à fond et de rajouter des enjeux. Par exemple, il y a des études qui ont montré que le simple fait de rajouter un timer et un scoreboard, quand tu fais des combats d'entraînement avec une personne qui juge le combat, ça fait monter l'intensité cardiovasculaire. Mhm, mhm. Et à ce moment-là, ça, c'est plus intéressant que de faire de la course à pied. Maintenant, je reprends sur la course à pied. Nous, quand on allait courir, quand je faisais de la compétition, on faisait un truc, on faisait du fartlek en groupe. Ça veut dire qu'en gros, pour les jeux d'allure, on mélangeait ça à la prise de décision et on se donnait des intervalles où chacun à notre tour, on était trois, moi je suis un, toi t'es deux, toi t'es lui t'es trois. Moi je dois accélérer pendant un temps donné, un peu mais pas trop. Et l'autre il doit suivre. Et quand j'ai terminé mon effort, il relance quand il veut. Donc en gros, on est trois à jouer. Donc parfois j'ai terminé, il se dit je récupère, je le laisse se calmer et je le relance. Ce qui fait qu'en fait ça crée un chaos dans l'entraînement. Moi, je ne suis pas en contrôle absolu de mes accélérations, de mes freinages. Quand il accélère, je dois faire l'effort de réaccélérer en même temps que lui. Et là, c'est plus proche des sports de combat. Et derrière, on terminait la partie par, on avait un petit parcours où on terminait en course. On faisait vraiment, on donnait vraiment, vraiment à fond. Donc il y avait des jours où, bah, selon la forme, selon ce qu'on a fait avant, voilà. Mais on crée des situations complexes autour de la course à pied. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour les sports de combat. Le problème de juste prendre un test VMA, répéter des sprints, etc., je suis pas persuadé que ça marche. Et d'ailleurs, quand tu regardes certains combattants d'élite, regarde les très gros cauteurs, les gars qui sont capables d'être très explosifs. Tu prends des gars comme Conor McGregor ou autres, c'est des gars qui sont en général sont pas connus pour tenir dans la distance, Mhm, mhm. quel que soit le travail de condition physique qu'ils font à côté. Je suis pas persuadé. Enfin, je pense que McGregor, il a pas un mauvais test VMA hein, si tu lui fais. Voire même, il est sûrement meilleur que plein de mecs qui sont meilleurs à tenir 2 rounds, 3 rounds de plus que lui. Par contre, dans l'enjeu, dans la mobilisation, quand il mobilise ses fibres rapides, ça a un coup sur son système. Et c'est comme ça. Donc, son truc à lui, c'est de la gestion. C'est de la gestion de timing, c'est de la gestion de combat, c'est gérer les moments forts, créer par soi-même ce que faisait très bien Georges Saint-Pierre, créer des temps où tu fais travailler l'autre par du déplacement, mais où toi, tu récupères au fond de toi. Et ça, si tu n'es pas en train de faire une activité en préparation physique qui te permet de gérer ça directement, c'est compliqué. Ouais, c'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça d'un jour à l'autre, quoi. Par contre, il y a un autre truc, c'est que si tu prends le jeune combattant ou le jeune athlète en général, et que si tu l'as pas initié à être capable de courir, euh, courir déjà, avoir quelques techniques pour mieux courir, courir longtemps, courir vite, courir en côte, courir sur des escaliers, si tu l'as pas initié à ça,
C'est pas quand tu as 25 ans et que tu décides de le faire courir qu'il va être capable de le faire. Mhm. Donc, d'ailleurs, tu as beaucoup d'athlètes de haut niveau, quand ils courent, tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup couru avant. Et Mhm. donc là, par contre, tu le mets directement dans une activité dont il n'a pas l'habitude. Et si tu lui fais faire un test VMA ou des sprints, t'étonnes pas si tu te blesses, quoi. Ouais, ouais. Ouais, son corps, il est pas prévu pour. Enfin, il est pas adapté à ça. Il est pas entraîné à ça. Ouais. Donc, il y Alors, a une période de jeunesse et de PPG où il faut travailler ces choses-là. ouais, mais là, du coup, on revient sur la question de est-ce que si on est jeune, est-ce que la spécialisation ou pas la spécialisation, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu de variété dans l'entraînement ou pas? Ce qui peut complètement changer quand la carrière évolue et que tu commences à avoir un certain niveau. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que quand on est jeune, moi, je vois des personnes qui, par exemple, dans les sports de combat, ils s'entraînaient tous les jours en sport de combat. Ils avaient 10 ans. Tu vois. C'était peut-être la période où il fallait faire un peu plus de variété. Pour ensuite, quand on a 20 ans et qu'on commence vraiment, ou 25 ans, à avoir une vraie carrière, enfin un vrai chemin, être apte et avoir le corps prévu pour différentes choses. Mais ça, c'est deux histoires qui se discutent. Je sais que, par exemple, souvent on prend cet exemple-là, c'est celle de Roger Federer, où lui, il a fait 1000 activités quand il était jeune, puis il s'est spécialisé vers le tennis, et après, tu as Tiger Woods qui joue au golf depuis qu'il a 3 ans. Qui est mieux que l'autre? C'est, je dirais qu'il y en a un qui a une carrière plus longue que l'autre, quoi. Mais, Après, il y a aussi des énormes variabilités individuelles. Donc, il y a des gens, voilà. Il y a aussi une question de contexte, comment tu te retrouves dans un milieu. Je prends l'exemple de Maxime Nochet, dont je me suis occupé en prépa physique, qui est 12 fois champion du monde de kitesurf. Quand il va courir un marathon avec son oncle et son cousin pour la première fois, il porte les sacs, les bouteilles d'eau, il est là en support, il s'est même pas inscrit au marathon, il termine devant eux. Parce qu'il a des capacités extraordinaires, alors qu'il s'entraîne, etc. Ou il termine à peu près pareil, tu vois. Alors qu'il s'est pas du tout préparé pour ça. Maintenant, les chances que ce gamin-là tombe dans une famille sur la Côte d'Azur où on peut faire de la voile, où son père et les potes de son père soient des voileux, qui ait séparé son père et les potes de son père aient fait la transition de la planche à voile vers le kite et qu'ils se soient retrouvés à un jeune âge à faire du kite. Et donc, bah, à être à l'âge de 14 ans, 15 ans, déjà un des meilleurs au monde, tu vois, il y a une question. Donc peut-être que c'est arrivé comme ça pour Tiger Woods, mais il faut se poser aussi la question, tous les gamins précoces dont les parents ont absolument voulu qu'ils fassent un sport et qui ont pas percé. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je vois des vidéos ou qu'on m'envoie des vidéos de gamins aux pattes d'ours, tu sais, à l'âge de 5 ans. Et on dit, waouh, c'est un truc, j'en ai pas vu un seul qui est devenu champion du monde pour l'instant. mais c'est parce qu'il est pas assez vieux. Ouais, ouais, bah, ça fait 20 ans. Tu vois, il avait 5 ans, quoi. Non, à 25 ans, normalement, il devrait être au moins champion olympique, quoi. Non, mais c'est vrai, ça, c'est Et complètement vrai. après, la question de la spécialisation précoce, elle est aussi en rapport avec les outils que tu leur donnes. Parce que c'est pas une question que. Et peut-être qu'il faut spécialiser et qu'ils vont réussir. Et dans le JJB, ça arrive beaucoup maintenant, hein, les petits projets Mbappé, il y en a plein et tout. Mais quels sont les outils que tu lui as donnés? Parce que on sait que dans le sport, tu as toujours des paliers à un moment. Tu as des paliers, tu as des blocages, etc. Mhm. Et c'est une question d'outils. Euh, le gamin qui a fait plein de sports et qui s'est enrichi de ces plein de sports, il a des outils. Sans compter le fait que peut-être que ton gosse, si tu lui fais faire plein de sports ou plein d'activités, tu vas lui découvrir aussi une autre capacité. Peut-être que tu avais prévu que ce soit golf, et bah en fait, bah non, c'est tennis, et bon, c'est pas grave, c'est pas mal non plus, quoi. Les prize money aussi. Donc, euh, donc voilà, après, c'est. Franchement, je pense que c'est un peu la loterie aussi, hein. Ah bah, en parlant de loterie, et si pour revenir Oui. sur le sport de combat, comment on fait pour frapper plus fort alors? Parce que on sait tous qu'il y a des gens, enfin, qui sont nés avec. En tout cas, c'est ce qu'on aime à croire. Peut-être que ça nous rassure de se dire que c'est parce qu'ils sont nés avec, mais qui sont nés avec le KO power. Tu vois, ils sont capables sur un coup, tu sais pas pourquoi. Moi, par exemple, c'est un truc que j'ai jamais pu faire, j'ai jamais su frapper fort. Euh, sur un coup, ils sont capables de mettre KO n'importe qui. Tu le sais. Je veux dire, ils Mhm. sont connus pour ça. Euh, alors peut-être que dans cette partie-là, il y a cette partie génétique avec l'utilisation des fibres rapides, peut-être qu'il y a un don, je sais pas, quelque chose, mais forcément, c'est une capacité qui s'entraîne. C'est quelque chose qui doit s'entraîner. Et comment tu ferais toi pour l'entraîner? Parce que par exemple, tu gères un boxeur, je le sais. Euh, En boxe, être capable de frapper fort, ça reste quand même un critère de performance, quoi. Enfin, tu réussis mieux quand tu frappes fort que quand tu frappes pas fort, souvent. Comment tu le gères? Ok. Première chose.
Quand tu demandes à quelqu'un de mobiliser, alors tu peux le faire en test avec un partenaire ou quoi, tu demandes à quelqu'un de taper le plus fort quelquefois dans des cibles et toi, tu essaies d'enregistrer cette force. Et ensuite, tu vas lui donner des différents pourcentages de cette force sur lesquels il doit taper, 10%, 15%, 20%, 30%. Tu t'aperçois que, en fait, généralement, les gens dépassent le niveau 100% quand ils sont entre 80, 75 et 85%. Ça veut dire que c'est le moment où ils ont le plus de relâchement, ils ont le maximum d'engagement avec le plus de relâchement possible. Donc, c'est pas le plus de tension et d'engagement maximum. C'est la première chose. Ça veut dire qu'il faut être capable de maximiser du temps d'entraînement dans cette zone. Il faut être capable de créer des adaptations dans cette zone. Il faut avoir la capacité, puisque en plus de ça, en boxe, pour mettre KO, bah, il faut taper fort au bon moment. Parce que Ouais, bon endroit. Ouais. on est sur une surface qui est à peu près là, où on est à peu près là, on est à peu près là. Là, ça marche pas, tu vois. Bon, là, tu peux casser le nez, mais donc on est sur une surface où entre moi, mes mouvements, mon truc et tout, toi, tu dois choper pile poil au bon moment. Donc, il faut que tu sois assez relâché et précis pour y arriver. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand tu m'as posé cette question, je me suis intéressé à un truc. Été regarder les 10 plus gros KO punchers de l'histoire de la boxe anglaise. Et j'ai fait un autre truc et j'ai regardé les 10 plus grands défenseurs de l'histoire de la boxe. Il n'y a aucun défenseur qui soit dans la catégorie KO et il n'y a aucun KO qui soit dans la catégorie défenseur. Ah, Ça veut ok. dire que, en gros, je pense qu'il y a aussi quelque chose. Pour taper plus fort, tu dois être sur une notion d'engagement. Tu dois avoir envie de faire mal, tu dois avoir le relâchement pour faire mal, et tu dois avoir la capacité d'engagement vers l'avant pour faire mal. Si tu tapes, un peu comme Floyd, mais tu tapes, tu reviens, tu tapes, tu reviens, tu bouges, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cet engagement de puncher. Meilleur exemple, Deontay Wilder. Défense dégueulasse, technique passable, jeu de jambes pourri. Enfin, c'est deux échasses, enfin, en caricature, hein, ils nous tuent tous les deux d'un seul coup de poing, on est d'accord. Ouais, Deux échasses rigides montées sur un tube. Par contre, il est plus léger que la plupart des poids lourds, hein. Je pense que quand il fight Fury, il a 95 ou 98 kilos. Euh, et il y a cette capacité d'engagement, il y a cette volonté d'aller taper et de faire mal. Donc si tu es trop sur tout ce qui te freine, bah, tu peux pas. Donc il faut être relâché, il faut être engagé, il faut être capable de maximiser cette puissance pour être relâché. Je pense que sincèrement, si tu n'as pas envie de faire mal avec une forme de relâchement, c'est-à-dire tu as envie de faire mal, mais on parle de psychologie en fait, plus que de prépa pure là. Mais si t'as pas envie de faire mal, mais en te disant que tu t'en fous, en fait, que ça va venir sur un coup, bah ça marche pas. Et d'ailleurs, tu regardes les grands punchers, en général, quand ils commencent à croire à leur punch à tout prix, ils deviennent stéréotypés et quand ils répètent leur truc, ça tombe plus les mecs. Mhm. C'est arrivé à quasiment tous les gars de l'histoire, à partir du moment où ils disent non mais moi dès que je touche, ça tombe, truc et tout, ça marche plus. Parce que je pense qu'ils commencent à appuyer un peu plus, à forcer un peu plus. Ils arrêtent d'être avoir ce relâchement, ils arrêtent d'avoir une vision globale du combat. Donc si t'as pas probablement un ensemble d'alignements, de tendons, de fibres, de ligaments, d'insertions qui sont propices à ça, déjà ça va être un peu compliqué. Euh, Si t'as pas la forme de relâchement nécessaire pour ça et la prise de décision en rapport avec le relâchement, ça va être compliqué. Et si tu te préoccupes plus que la défense, de ta défense que de ton attaque, ça va être aussi compliqué. Sauf si tu affrontes bien sûr un idiot qui se jette Mhm, comme ça. mhm. C'est arrivé avec des gars qui, pas des gros punchers, mais qui jabent, et le gars il s'empale sur le jab et il tombe, quoi. Oui, oui, mais c'est pas des gens qui sont connus pour mettre des gros KO. Voilà. Après, il y a bien évidemment, il y a la partie physique où il y a une mécanique de punch. Donc, il faut être capable de maximiser cette mécanique. Si tu arrives avec la main comme ça, bah, tu pourras jamais puncher aussi bien que si tu as des alignements de Mhm. segments et un angle, etc. Donc ça, il va falloir le travailler. C'est du travail technique. Ensuite, c'est du travail technico-tactique pour le mettre en situation. Et ensuite, ça peut être du travail de préparation physique. Parce que bah, si tu n'as pas les rotations qui te permettent d'avoir cet angle et de gérer de la puissance dedans, si tu n'as pas la rotation, on a fait un gros travail avec Keshan, là le boxeur avec lequel je travaille, on a fait un travail de force, mais pendant tout le travail de force, on a fait un gros travail sur toute la zone thoracique
pour être capable d'aller chercher des solutions et des angles un peu plus importants dans ses rotations quand il boxait. Ouais, moi je pense qu'il y a aussi ce travail, voilà, comme tu viens de le dire, de mobilité, donc d'être capable. Parce que je pense que pour avoir ce fameux relâchement dont tu parles, il faut que le mouvement, tu puisses le faire sans trop de contraintes. Tu vois, c'est difficile d'être relâché quand le mouvement, il n'est pas fluide. Tu vois, quand tu dois faire un mouvement, mais en même temps, tu dois lutter par rapport au fait que bah, tu dois forcer parce que ton bras, il tourne pas comme il faut, ou ton poing tourne pas comme il faut, ou ta zone thoracique tourne pas comme il faut. Donc déjà, ça, je pense qu'il y a une fuite d'énergie, une perte de force qui se fait à ce niveau-là. Et après, au niveau du système nerveux, parce que moi je reste persuadé que ça reste aussi une capacité du système nerveux. Je pense que si on prend des mecs de force athlétique, je suis quasiment sûr qu'ils frappent tous très fort, par exemple. Même sans technique ou quoi, je pense que ça frappe fort. T'as pas envie de prendre un coup de poing par un mec qui bench 250 kilos. Hein. Non, dur aussi, j'ai pas envie de prendre une baffe. Joe, ne nous frappe. Dur aussi, j'ai pas envie. Mais donc je pense qu'il y a cette capacité à compresser très très vite son système nerveux pour réussir à donner un outcome, un résultat, une réponse la plus vite et la plus forte possible. Ce qu'ils s'entraînent à faire eux toute la journée. C'est-à-dire que eux, leur job, c'est de réussir à compresser le système nerveux et sur une répétition, à générer le plus de tension possible. Et je pense que ça, c'est vraiment une qualité qui se travaille et qui est très très peu travaillée, je trouve, dans les sports de combat où il y a cet aspect force, donc c'est pas du volume, hein, il n'y a pas beaucoup de répétitions, il n'y a pas beaucoup de séries, mais vraiment cette capacité à dire, ok, là maintenant, je suis dans mon environnement psychologique, parce que comme tu as dit, il y a une part psychologique où je vais devoir générer le plus de tension possible, me concentrer, tout donner sur une seule rep, donc qui va durer, je sais pas, peut-être 5 ou 6 secondes, quoi, mais vraiment donner tout ce que j'ai sur une seule rep et tout compresser très très lourd. Et ça, je pense que c'est une qualité qui s'acquiert parce que quand tu regardes quand ça frappe, je veux dire, tu donnes tout, là c'est même plus 5 6 secondes, quoi, c'est sur une demi-seconde. Je ne connais pas les timings, mais quand tu regardes les mecs frapper, ça va extrêmement vite et il faut être capable de tout compresser extrêmement rapidement. Surtout que tu dois prendre la décision de frapper aussi très rapidement. C'est pas comme aux échecs. Tu vois, souvent, les gens, moi, ça m'a toujours un petit peu fasciné cette comparaison qui disent, ouais, le jiu-jitsu, la boxe, c'est comme les échecs. Mec, les échecs, j'ai 2 heures pour jouer. Tu vois, si je veux réfléchir une demi-heure avant de bouger mon pion, je peux. La boxe, ça va super vite. C'est super vite. T'as pas trop le temps de réfléchir et de te dire, OK, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire cet enchaînement. Et s'il me fait ça, je vais faire ça, etc., etc. C'est des trucs, il faut que ce soit instinctif, hyper rapide. Donc, ça aussi, tu le travailles? Alors, tu vois, pour travailler ce côté instinctif et hyper rapide, il y a un truc, je vais un peu inverser la pyramide de ce qu'on fait quand on fait de la... On prend la boxe comme exemple, puisqu'on est sur le punch. Mais alors, euh, en Europe, surtout en Europe, la façon d'apprendre, c'est on va te dire, OK, d'abord, il faut que tu aies une bonne technique. Si tu n'as pas une bonne technique, tu peux pas boxer. Voire même, on va te standardiser la technique. J'ai pas mal d'histoires de gars qui ont été sur des structures de haut niveau. On leur a dit, non, dans ton truc, là, t'arrêtes, maintenant, tu mets les mains comme ça, tu fais truc et tout. Bon. Les champions du monde qui ont gagné des titres comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Mais bon, passons. Donc, on standardise une technique. Derrière, en général, on travaille ça avec des pattes d'ours. Donc, pareil, on n'est pas encore sur de la vraie prise de décision, ni d'engagement, ni l'engagement dans une notion de risque. Euh, Éventuellement, quand on a ça, on te fait faire du thème après des combats, et puis on s'assure que tu aies bien tous les éléments de préparation physique qui fonctionnent et qui soient liés à ça. C'est presque une vision, alors c'est ce que je critique en général sur le modèle de performance globale, c'est une vision, tu sais, en science, pendant longtemps, on a pensé que le monde, tel qu'on essayait de le comprendre, c'était une horloge. Et qu'en fait, il suffisait d'essayer de démonter au fur et à mesure l'horloge pour comprendre le monde, Mhm. d'aller de plus en plus précis et profond, et qu'on avait tout un ensemble de choses et qu'à la fin, on allait comprendre. Et avec l'avènement de la pensée complexe, notamment l'observation des nuages de Lorentz, dont j'avais parlé dans un article que j'avais écrit, on comprend qu'en fait, il y a des zones d'attraction, beaucoup de zones de fluctuation, mais que rien n'est complètement sûr. On est dans des environnements complexes. Et ces Complexe, c'est-à-dire environnements lié à complexes, l'incertitude. voilà, liés à Typiquement. l'incertitude, Voilà. la complexité, c'est lié à une certaine incertitude. Et que les situations qu'on va forger autour de cette complexité, elles vont faire émerger des choses. Donc, il va y avoir des process d'émergence. Prends un exemple. Si toi et moi, on apprend à boxer, mais on nous donne un thème. Toi, tu as deux gros gants, moi, j'ai qu'un petit et la main gauche, et toi, tu peux utiliser qu'une situation, moi, je peux utiliser qu'une autre. Ça va faire émerger. Moi, ça va me forcément, à un moment, si je veux pas mettre la tête en avant et que j'ai que ma main gauche, je vais mettre le côté gauche en avant et je vais utiliser ma main gauche comme moyen de défense. Naturellement, ça va faire émerger un jab. Toi, si je te mets une barre au milieu du visage,
naturellement, tu vas émerger sur des crochets parce que tu vas avoir moins, tu verras pas tes mains telles Mhm, qu'elles sont. mhm. C'est pour illustrer que tu peux avoir des situations d'émergence. Et je pense que apprendre par l'essence même de l'activité qui est faire de la prise de décision, déjà, c'est déjà créer des situations où il y a une émergence. Ce qu'on appelle, c'est l'approche écologique, dynamique, non linéaire. Donc, en lien avec l'environnement, dans des dynamiques non linéaires, je ne sais pas exactement ce qui va émerger, mais je l'accepte. Et il y a un profil où toi, naturellement, tu vas être vers l'avant, l'autre, il va être vers la défense, vers l'arrière. Et une fois qu'on a pris ça, on peut prendre des décisions. Est-ce que si je te dis je t'apprends à monter un peu ton épaule, je vais pouvoir continuer ton travail sur le jab, mais en te protégeant un peu plus. Est-ce qu'une situation aux pattes peut me permettre de faire le lien avec les situations de thèmes sur lesquelles tu émerges d'habitude? Je ne suis pas en train de démonter l'horloge et de dire alors attendez, maintenant on a bien compris dans quel ordre ça se fait, mais de créer des situations d'émergence et à partir de là, de proposer des corrections et des pistes de travail. Tu vois, là, quand tu tapes dans ma patte, bah, tu es tout le temps un peu à côté, c'est mou. Et c'est ce qui se passe quand tu se pars. Donc là, on va juste travailler sur cet impact-là. Et tout de suite après, on refait le lien avec une situation. À partir de là, on peut décider quelles sont les conditions pour frapper fort dans une situation complexe et éventuellement créer des situations autour de ça. Sachant que peut-être qu'il y a des gens qui n'auront jamais le punch de Deontay Wilder. Il y a des gens qui auront jamais la capacité à bouger les pieds comme Mohamed Ali, mais ils auront été au maximum de ce que leur système peut leur permettre plutôt que de d'abord les rentrer dans une case, donc prendre un carré, le faire rentrer dans un rond, et s'étonner que ça soit un losange qui sorte. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Et du coup, bah là, on a pas mal parlé de la partie physique. On a abordé l'importance de la psychologie, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que les sports de combat, c'est quand même assez particulier. Je dis pas que c'est plus dur ou moins dur que les autres sports, mais il y a un facteur en plus qui est que tu te prends des coups, quoi. C'est vraiment des sports de contact, donc il y a une certaine douleur liée au coup. Ça peut faire peur, ça fait peur à certaines personnes. Moi, j'ai jamais aimé, mais en gros, il y a une partie psychologique liée à la douleur, à la violence, au combat, qui, qui est inhérente au sport. Et donc, du coup, l'athlète doit maîtriser. Tout à l'heure, tu parlais de la notion d'environnement, le stress, l'enjeu, le public, etc., le juge. Mais il y a aussi, voilà, tu montes sur le ring, tu sais que la personne en face, elle est là pour te faire mal. Tu vois? C'est pas comme, je sais pas, tu prends un autre sport où tu vas jouer au foot, où le gars en face, il est juste là pour mettre un but. Tu vois? Tu perds le match, ça va. Tu vois? Je crois que c'était Georges Saint-Pierre qui disait ça. Il disait, tu vas jouer au foot, si t'es pas bon ce soir-là, t'as juste passé une mauvaise soirée. Tu vas faire un combat de boxe, si t'es pas bon ce soir-là, t'as vraiment passé une très très mauvaise soirée. Tu vois? Je veux dire, tu t'es fait quand même rouler dessus. Donc, il y a cet aspect un peu violence qu'il faut prendre en compte. Est-ce que toi, du coup, tu l'abordes? Est-ce que tu délègues? Comment tu le gères? En fait, c'est la question de l'engagement et la question de recevoir l'engagement de l'autre. Comme tu le dis, il y a déjà quelque chose où je pense que les sports de combat sont quand même, et je mets même le rugby hein, dans les sports de combat aussi, Ouais. voilà, mais De euh, contact, on va dire sport de contact du voilà, coup. le contact et le judo, c'est très violent aussi, hein, prendre une chute, la lutte, etc. C'est très différent parce que même quand tu prends des sports très risqués, l'escalade ou tous les sports de saut, de parachute, de trucs et tout, euh, eux, ils ont un rapport binaire avec le problème. En parachute, si tu as un problème, c'est binaire, quoi. C'est, en fait, bon, bah, t'es mort et voilà. Alors, parfois, tu as un problème à l'arrivée, mais en sport de combat, tu sais que tu as ce passage, tu pas mal. Tu rentres dans le combat, tu as toute une phase où tu es dans une forme de douleur. Et en plus, dans la douleur, il y a des gens, je prends Sophie, que tu connais. Sophie, elle est très sensible à la douleur, mais elle peut rester très longtemps dans la douleur. Moi, je suis pas très sensible à la douleur, j'ai un seuil élevé de douleur. Par contre, quand je suis dedans, je peux pas rester longtemps. C'est en lien quand même avec une sensibilité globale. Est-ce que ça se désensibilise? Probablement. C'est ce qu'on fait un peu pour les tibias sur la partie pied-point. Est-ce qu'il faut beaucoup le désensibiliser? Je sais pas. Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de choses où les impacts sur le système nerveux sont mauvais globalement. On sait que prendre des coups au ventre, c'est quasiment aussi mauvais que prendre des coups à la tête.
On sait que les joueurs de foot, quand ils jouent beaucoup de la tête, ils ont quasiment les mêmes problèmes que les boxeurs. Du coup, comment ça s'entraîne? Je pense qu'il faut. Les Hollandais en kickboxing, ils ont cette approche où eux, ça rejoint ce que je te disais avant, ils ont quasiment pas de thème, tu sais, pas haut, pas d'ours, tout ça. 90% du travail se fait avec gants, gants, partenaire, partenaire, et ils travaillent en situation. Donc il y a une désensibilisation qui se fait qui est très progressive, parce qu'ils travaillent tout le temps comme ça. Il y a des écoles en pied-point, les Thaïs par exemple, ils travaillent très peu avec des protèges tibia. Par contre, ils travaillent très light tout le temps. Donc, ils ont tout le temps l'habitude de prendre des petits chocs, etc. Et ça se fait, et c'est important, ça se fait aussi sous forme de jeu. Si tu regardes Saenchai combattre, il joue. Donc, tu as aussi le positionnement que tu as sur toi-même par rapport à ça. Donc, c'est un côté psychologique. C'est comment est-ce que je me positionne par rapport à la performance que je vais livrer et par rapport à la violence que je dois affronter. Je prends un exemple, c'est Teddy Atlas, qui était l'entraîneur de Mike Tyson, qui te dit de lui-même, Tyson, il a battu plein de mecs, mais les 3 fois de sa vie où il a eu des gars qui étaient aussi forts que lui, il a perdu. C'est-à-dire 3 fois où il devait vraiment se faire mal et aller puiser loin, Lewis, Holyfield, Shield. etc. C'est des fois où il n'a pas été capable d'aller chercher assez loin, voire même il a été chercher une porte de sortie en bouffant l'oreille de... Donc il boxait sale, hein. Mais donc je pense il y a un savoir-faire global qui est si tu es plus discipliné, si tu es une personne plus stable émotionnellement, si tu as l'habitude de t'entraîner, t'entraîner dur, l'entraînement rend naturellement plus robuste, plus rugueux. Moi, je le vois en tant que sportif, on est quand même un peu plus rugueux que les gens, tu vois, quand ils font rien. Donc Mhm. ça, régulièrement répété assez longtemps, c'est suffisant. Ensuite, il y a les mises en situation que tu vas faire à la salle qui peuvent te permettre d'avoir un peu plus de ça. Mais tu peux pas changer fondamentalement comment est une personne. Moi, par exemple, sur le jiu-jitsu brésilien, j'aime avoir un jiu-jitsu technique et intelligent, et j'essaie de travailler pour avoir un jiu-jitsu technique et intelligent. J'ai pas, on me l'a déjà dit plein de fois, et il y a sûrement des gens qui ont en partie raison sur ça, d'être plus agressif, ou on m'a dit, ouais, le jour où tu es plus agressif, ouais, mais mon corps il casse quand je suis plus agressif, donc aller plus dans la douleur et l'agressivité, ça m'apporte rien à part des blessures. Donc je peux pas. Mhm. Donc il faut prendre en compte ça, il faut prendre en compte aussi le profil psychologique d'une personne, et encore une fois, pas essayer de faire rentrer un rond dans un carré, et aménager pour l'aider au mieux. Si c'est un profil technicien, voilà, on n'en a rien à faire de savoir à quel point Floyd Mayweather, il était résistant à la douleur. Mhm. Mhm. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il a gagné, quoi. Maintenant, ça reste peut-être une étape importante à avoir abordée quand on était jeune. Moi, je l'ai abordé quand je faisais du karaté, du karaté au KO. Notre prof, alors là, ça va peut-être paraître un peu barbare, donc c'est pour ça que j'ai ce langage, mais il nous faisait commencer le cours par, on allait faire un footing sur du gravier, pieds nus, en descendant sur des escaliers qui étaient en métal, c'est les trucs rainurés là. Donc on descendait comme ça, on faisait 5 minutes de footing sur le gravier, pieds nus. Donc en fait, là, tu comprends vite que soit tu fais aïe, aïe, aïe à tous les pas, soit tu cours et tu te dis ok, fuck. On remontait, on faisait des pompes sur les poings sur du béton et on faisait des pompes sautées, donc ça cognait. Donc pareil, tu fais au début, puis après tu sautes. Et après, on faisait du travail d'endurcissement qu'on fait en karaté, consiste à se taper dessus, vraiment. Des claques sur le corps, parfois des baffes, des coups de genoux, des coups de tibia, des coups de tête dans le buste. Enfin, les gens regarderont, s'ils veulent regarder sur le Goju Ryu, sur le style Weichi Ryu, il y a des styles où tu te tapes énormément dessus, à être bleu, à pleurer de rage, à avoir hyper mal. Et ça te fait monter effectivement dans des états psychologiques monstrueux. Mais malgré ça, je ne suis pas persuadé d'avoir mieux encaissé la douleur chaque fois que j'ai combattu dans une situation complexe. Ouais. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est vraiment un domaine, alors que moi, je maîtrise pas trop, mais la douleur comme ça, je dirais que, tu vois, c'est intéressant que tu aies abordé le thème de la sensibilité, de la tolérance, parce que je suis pas sûr, par exemple, qu'on puisse vraiment travailler sur la sensibilité. Voire même, je pense que plus on devient athlète et plus on est en phase avec la douleur physique, plus on devient sensible, en fait. Plus que insensible, j'ai tendance à penser. D'accord avec toi. Par contre, on devient beaucoup plus tolérant. Et c'est un peu ce que tu disais avec Sophie, c'est-à-dire qu'on perçoit la douleur.
C'est pas le problème, hein. Mais c'est juste qu'on sait qu'on peut l'encaisser et en fait, on l'encaisse. Le seuil de la douleur à laquelle on va céder est repoussé par rapport à quelqu'un de lambda. Mais en vrai, ça, c'est quelque chose, tu vois. Enfin, moi, je suis assez sensible, tu vois. Tu peux me faire mal assez vite. Maintenant, est-ce que je vais réagir à la douleur que tu m'as provoquée? Ça va me prendre plus de temps que quelqu'un de lambda, peut-être. Mais par contre, je la ressens très vite. J'ai pas, tu vois, si je marche sur un caillou, je le sens tout de suite que ça m'a fait mal au pied. Est-ce que pour autant, je vais m'arrêter, me mettre par terre et regarder mon pied et paniquer et me dire, ah, je peux plus marcher, etc. Non. Donc, je pense que cette sensibilité à la douleur, ouais, je pense qu'elle a plus tendance à, on devient, on l'a dit, plus sensible qu'insensible. Par contre, on devient beaucoup plus tolérant. On- Ça me fait penser, ce que tu dis là. Tu sais, j'ai une définition de la fatigue, parce que pareil, on dit il faut se fatiguer, pas se fatiguer. Moi, j'ai une définition de la fatigue qui est simple. C'est ce que ton organisme perçoit à l'interaction de trois choses. Le phénomène, c'est-à-dire ce qui est vraiment en train de se passer dans ton organisme, euh, les représentations que tu as de la chose. Est-ce que tu considères que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je prends l'exemple de certaines cultures. Au Kenya, courir et avoir mal quand tu cours, c'est normal puisque tu fais le matin pour aller à l'école. Voilà. Donc, en fait, souffrir en te réalisant dans une activité physique est quelque chose de normal et recherché. Ça, c'est une représentation que tu as. Et enfin, une prédiction, c'est-à-dire ce que ton cerveau va émettre comme hypothèse sur la base des informations qu'il a déjà eues dans le passé et sur ce qu'il aimerait faire. Donc, tu as ces trois points. Tu as ton phénomène, ce qui se passe vraiment dans ton corps, ton système un peu de croyance, pour simplifier, et ton système de prédiction. Le système de prédiction, il est assez simple à comprendre. Si tu n'as jamais marché sur de la neige, sur du gazon ou sur du sable, bah, la première fois, tu te casses la gueule ou tu sais pas. Une fois que tu l'as fait, une fois que tu vois de la neige à distance, ta motricité se modifie au moment où tu passes du dur à la neige. Bon. C'est un peu la même chose pour la douleur. Tu as un phénomène que tu reçois, tu as la représentation de ce que ça peut avoir pour toi, et tu as la prédiction. Si tu t'es dit, par exemple, bon, je sais vraiment que je vais affronter un gars et qu'il va me taper et que je vais avoir très mal. Et que ça va durer très longtemps. Et je suis prêt à le faire pendant 5 rounds. Tu commences à programmer ton système de prédiction. Maintenant, si tu t'es dit, je vais esquiver, je vais le mettre KO au premier round, que c'est le troisième round et que tu es encore en train de prendre des low kicks dans la jambe, tu verras très souvent, en plus, que les gars, à part quand c'est à la tête et qui déconnectent, il y a un non-non de la tête qui se Hmm. fait avant que le corps lâche. Tu le Hmm. vois, tu imagines la Ouais, scène. ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Voilà. Donc il y a un Ouais. non, il y a un process qui se fait non et ça lâche. C'est d'ailleurs assez courant sur tous les niveaux de fatigue du système. Pose-toi la question si ton corps a déjà lâché par lui-même ou si tu as, eu un non-non dans la tête avant que ton corps lâche. Ouais, un vas-y, lâche, c'est bon. Ouais. Vas-y, hop. Ah, il y a la petite douleur au genou là. Ah. Ouais. Ouais. Mais je pense que, enfin, moi, je pense que c'est plus la deuxième option, ouais. Donc Enfin, en fait, la voilà. première option, elle arrive quand tu te fais déconnecter sur un truc que t'as pas vu venir. Tu vois, tu prends un coup au menton, bam, tu vas pas venir, bon, bah, merci, au revoir, t'es par terre. Tu te réveilles, tu sais plus ce qui se passe. Mais il y a des cas où que tu vois venir, tu vois. Il y a des trucs, tu sens qu'ils vont arriver dans pas longtemps. Euh, Et là, il y a une tu sais, espèce de lâcher, là. Là, il y a des moments où tu dis, bon, fuck, j'arrête. J'en ai nous, assez. à l'époque, avec Chris et avec mon pote Kevin, l'été, on allait boxer avec Christophe Canclot, qui à l'époque était numéro 5 mondial en boxe anglaise. Moi, tous les mecs sur la Côte d'Azur qui ont boxé avec Christophe savent comment il tapait. C'est un mec qui a fait des sparring avec Jermaine Taylor, qui a battu pour le coup 2 fois Bernard Hopkins, je crois. Ou une fois Mhm. Max Samuel. Enfin, il y a une victoire, une défaite. Mais bon, champion du monde, super fort et tout. Et on y allait. Putain, on était dans un corbillard quand on était dans le bus, tu vois, on était gamin et tout. Enfin, gamin. On avait 25 ans, tu vois, on prenait le bus pour aller et boxer et on savait, tu vois. Tu savais, tu boxais, t'étais là, t'essayais de faire un truc et bah, tu disais, ah putain, ça y est, ça tombait. Et on repartait avec l'œil comme ça, gonflé, le nez qui saignait, le main, le foie et tout. Et t'anticipes tellement le moment Ouais. que tu sais qu'à un moment, ça arrive. Et je me demande si du coup tu rends pas le coup plus dur à encaisser. Bah ouais, et paradoxalement, quand j'ai fait les championnats du monde de Kyoku, le KO que je prends un KO, je prends un genou derrière la tête, je savais même pas ce que c'était. Et en fait, je me suis juste retrouvé au sol et je pensais que j'allais bien. Et j'avais tout mon corps qui tremblait, tu vois. Je dis, ouais, ça va, je peux. Non, on m'a dit, non, vas-y, arrête. Non, non, tu ressembles à une anguille, laisse tomber. Ouais. Je peux plus rien faire. T'es Mais en alors, train de refaire le clip de Thriller, c'est pas bon, tu vois. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on peut s'entraîner à.
à encaisser les coups, de ton point de Bah, je vue? pense qu'on peut agir sur le système prédictif et le système représentatif. C'est-à-dire, on peut agir. Comment on va agir sur le système de représentation? Euh, on va agir sur ton système de croyance et accessoirement sur ce qu'enregistre ton système nerveux par des mises en situation facilitantes et des mises en situation contraignantes. Euh, si on prend une sorte de continuum, je ne crois pas beaucoup à la notion de continuum hors rééducation, mais prenons-la en exemple, où je vais affronter des gens plus ou moins forts avec des protections plus importantes. Donc je vais prendre des coups, je vais les absorber, je vais me dire que ça va, je vais progressivement évaluer ma capacité à encaisser les coups dans des situations plus ou moins complexes, vers des situations avec du public, avec du monde, avec un regard extérieur qui modifie ma perception et ma capacité à gérer le stress. Bah, si ce continuum il est fait de moments où je suis mis en difficulté, mais je gère, et je suis mis en facilitation, et ça me donne confiance, je renforce mon process de conscience dans la capacité à encaisser de la douleur. Et ça, c'est, tu vois, facilitation, contrainte, facilitation, contrainte. Je dois jouer avec les deux en permanence. D'autant plus que je pense qu'on a eu une génération de gens avant nous qui ont été capables de le faire que dans la contrainte. Des sortes de pépites qui ont émergé. Ils bossaient à l'usine. Tu vois, les anciennes générations de la boxe, c'est des gars de 1900 jusqu'à tard, jusqu'à un peu même l'ère Ali et même encore maintenant beaucoup de journeyman, de trucs et tout. Ils bossaient, ils avaient la journée, le chantier, donc c'était dur, ils allaient courir avant, ils faisaient la boxe après. Bon, les gars, ils avaient que de la contrainte en fait. Mhm. Et bah, quand tu es comme ça, de temps en temps, tu as une pépite qui émerge. Mais si on admet qu'on veut du monde à haut niveau, il nous faut de la démographie. Et pour faire de la démographie, on ne peut pas casser tout le monde. En tout cas, en France, on n'a pas le nombre de personnes pour faire ça, ni la volonté intellectuelle de le faire. Oui, en Chine, ça marche beaucoup mieux. Chine, en Thaïlande, t'as pas le choix, tu vois. Les gamins, ils crèvent de faim, il va dans un camp, on lui donne à manger, il peut ramener un peu d'argent pour sa famille s'il gagne le combat. Pas pareil. Mhm, Ou mhm. par contre, tu vois, il faut gérer un peu. Il faut pas si je fais que faciliter, je vais finir par avoir un petit con, et le jour où il prend une vraie gifle, il pleure. Si je mets que en contrainte, j'écrase les gens. Ils ont zéro confiance en eux. Ils disent, putain, j'y arrive pas, je suis nul. Donc il faut très bien doser entre ces deux paramètres. Et encore une fois, je pense que la mise en situation, elle est importante pour ça. Donc Adapté. ouais, le choix des sparring partners que tu vas avoir, des gens avec qui tu vas t'entraîner. Il faut avoir. Et je pense aussi que le cerveau humain, il aime beaucoup la facilitation quand même. Pour apprendre, les zones basses, beaucoup faciles. On revient sur la polarisation, hein, mais c'est ce qui permet quand même au corps d'apprendre et de libérer beaucoup de choses. Donc, faciliter beaucoup, être à l'aise beaucoup, et envoyer fort très peu. Et ça rejoint, on reprend un peu sur le côté préparation physique. Mais tu sais, c'est Charlie Francis qui était un grand entraîneur d'athlètes, qui ne faisait courir ses athlètes que quand ils étaient en situation de fraîcheur absolue. Et je pense que modéliser en sport de combat, c'est comment est-ce que je peux modéliser du sparring, avec cette notion de fond. Donc je vais utiliser, comme on disait tout à l'heure, mes fibres rapides. Tu vois, je resynthétise. Tu sais que j'aime bien Mhm. entonnoir un peu les choses. Mais il faut que je sois en situation d'être en pleine confiance, en pleine forme et m'exprimer pleinement. Donc je vais avoir une période peut-être de 2 semaines où je charge et une période plus courte où je décharge. Ou une semaine, ça peut se faire en alternance. Mais il faut que je charge des bonnes choses, de la confiance, des sensations. Et il faut que je les mette en application avec quand même des situations de fraîcheur où je peux exprimer mon corps complètement. Sinon, en compétition, je vais me reposer, je vais refaire émerger de la forme chez mes fibres rapides et quand je les engage, j'ai pas l'habitude, je fatigue trop vite et ça marche pas. Ok. Et donc, à partir de tout ça, d'après toi, le truc le plus sous-coté en sport de combat, préparation physique. Sous-coté, hein. Euh, Peut-être la récupération, Pas assez de temps de récupération? pas assez de temps de récupération, pas assez. En fait, le truc qui est surcoté, c'est le calquer Sous, un modèle. sous, C'est-à-dire, sous. ouais, C'est la question d'après le sur. Là, on est sur le. Tu veux commencer par le sur? non, 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 mais ce qui va avec, c'est que, en gros, les pros s'entraînent 2 fois par jour, donc je m'entraîne 2 fois par jour. Combien de temps tu peux encaisser, toi? Si tu peux encaisser qu'une fois par jour, bah, tu dois apprendre à récupérer. Et apprendre à faire récupérer son organisme, c'est un savoir-faire aussi.
C'est comment je me traite, comment je mange, pas comment je me gâte, c'est comment je mange. Si je peux me traiter comme un enfant, oh là là, j'ai eu une grosse journée, un bol de céréales et un McDo, ou je peux prendre soin de ma machine et me dire, voilà, je prends du plaisir parce que je mange bien, je récupère bien. Donc apprendre à récupérer, c'est un truc qui est très sous-coté en sport de combat. Apprendre à s'écouter. On demande aux gens d'avoir un très haut niveau de motricité, et dès qu'ils expriment ça, les sportifs, ils se font taper dessus par les entraîneurs. Ouais, mais moi, à mon époque, on était des durs et on a fait ça, et gna gna gna, et nous, c'était plus dur et tout, et ta gueule, on s'en fout. Ouais, non, mais c'est bon, c'est cool, c'est il y a 30 ans, tu vois. Bon, bah, si tu veux, ton père, il a fait la Seconde Guerre mondiale aussi, tu vois. Il était plus dur que toi aussi, donc ça marche pas le raisonnement. Il y a toujours un mec qui a fait un truc plus dur avant, tu vois. Ouais. Fais du feu et va bosser à cheval si tu veux. C'est comme ça qu'il faisait il y a 100 ans. Tu vois, non, mais si tu veux vraiment du dur, fais ça et va faire la guerre avec une épée en face de flingue. Voilà, t'auras fait le plus dur de ce qu'on peut faire. On vit avec notre époque, donc on s'adapte et apprendre à récupérer, apprendre à gérer encore une fois, sans se gâter, sans j'ai fait Ouais. un tout petit peu, il me faut, voilà. Parce qu'il y a des athlètes qui sont comme ça aussi. Ils ont un petit truc, il leur faut une semaine pour récupérer d'un mal à l'ongle. Ça, mais je pense que la récupération, le fait de travailler avec les bons inducteurs de performance, c'est-à-dire d'intégrer une approche où je donne des inducteurs de performance, j'ai des marqueurs pour vérifier mes inducteurs et je les répète, c'est sous-coté. Je te donne un exemple sur ça. Ce qui se passe souvent, c'est alors les entraîneurs ou les athlètes, ils vont commencer un effort, ils vont suivre des marqueurs qui vont être en lien avec l'effort, de réussite, de plaisir, de dynamisme, de ce que tu veux. Et puis au bout d'un moment, ils vont dire ouais, mais bon, du coup, je récupère trop, j'ai pas l'impression d'en faire assez, donc je mets tout ça à la poubelle et je bourrine. Et ça se blesse. Et ça se blesse. Cela dit, il y a quand même toujours un côté imprévisible hein, sur la blessure. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Moi, j'ai beau faire du contenu et faire semblant que on peut prévenir la blessure, etc. J'ai des athlètes que je suis qui se blessent. Je veux dire, c'est. Parce que tu as deux mécanismes de blessure. Tu as, le mécanisme d'usure et tu as le mécanisme accidentel. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour les mécanismes d'usure. Ouais. Maintenant, moi, j'ai jamais vu. Moi, tous les joueurs de volley que je connais qui ont sauté au niveau d'un filet, qui sont retombés, qui ont posé le pied sur un ballon ou sur un pied, ils se sont arrachés la cheville. Alors, un peu, beaucoup, moyennement ou de manière chirurgicale après. Mais j'ai jamais vu un CARS, un Pale Trails et un renforcement avec un haltère qui a prévenu un mec de sauter à 1,50 m du sol, de tomber sur un ballon, que la Ouais. cheville elle part complètement. Et heureusement quand même qu'il avait fait ses CARS, la cheville a tenu. Quoi. Mais Cars lesté. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'était Alors, du- est-ce que du coup, toute cette notion d'inducteur et toute cette panoplie que tu t'as développée pendant tout le podcast là, pendant presque quasiment 1 heure et demie sur les sports de combat, est-ce qu'on va pouvoir du coup retrouver tout ça dans le projet dont vous travaillez avec Fred Cossé depuis près de 2 ans maintenant? un C'est petit peu ça? plus, ouais, 2 ans, ouais, Au facile. moins 2 ans. Voilà. Moi, je le sais parce que je suis assez. Enfin, maintenant, vous commencez à le communiquer, etc. Mais bon, j'étais là. Quand l'idée a émergé, j'étais au courant. Je me suis dit, est-ce qu'elle verra le jour un jour? Il semblerait qu'on s'en approche. Donc, ça sera probablement courant septembre, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, ça fait être septembre 2023, puis 2024, ce sera septembre 2025. Fred est sur la post-prod pour sa partie. Ouais. C'est-à-dire il en est sur terminer quelques enregistrements, filmer quelques vidéos et tout mettre après, tout charger sur Internet. Moi, j'en suis encore sur terminer quelques PowerPoint, mais on a bien avancé. Et oui, c'est quelque chose qu'on va retrouver, puisqu'en fait, en gros, Qu'est-ce qu'il y a l'idée dedans? La question, c'est qu'est-ce qu'il y a ouais, dedans? qu'est-ce qu'il y a dedans? En gros, la formation, elle doit pouvoir répondre à plusieurs problématiques. Un, Voilà. si je suis un athlète en sport de combat, j'y connais rien. C'est Fred qui disait, il dit, bah, je pense qu'un gars, en fait, qui prend la formation, il peut faire sa préparation physique toute sa vie. Parce que dedans, Fred met assez de notions de kiné sur les articulations qui prennent le plus, comment s'informer, les red flags, à quel moment il faut que je m'oriente pour aller faire des examens ou que j'aille consulter ou ce que je peux essayer si c'est pas trop grave. Plus tous les exercices correctifs, les routines de prévention, etc. qu'on peut faire. On a essayé de synthétiser aussi tous les
tout ce qu'on retrouve de plus commun dans la prépa physique, dans les sports de combat, les grands piliers, les grands exercices, les grandes catégories qu'on retrouve un peu partout en fait, dans différentes, quand tu regardes l'ex-bloc soviétique, les Américains, l'Europe, qu'est-ce qu'on retrouve à peu près dans chaque séance? Bah, il y a toujours des exercices de force, certains types d'exercices, pourquoi, comment, sur quel continuum, et ensuite comment les aménager dans des programmes. Donc ça, c'est un peu ma partie aussi de mettre les programmes en forme. Mhm. Et ensuite, toute l'approche que je t'ai décrite là aujourd'hui, c'est-à-dire l'approche, soit une approche cognitiviste qui va consister à apprendre techniquement et dans l'ordre un mouvement ou des choses, une approche écologique qui est l'émergence, de mettre des situations d'émergence que je mets dedans et qui doivent permettre aux coachs ou aux athlètes de répondre à la question à quel moment je fais du général, à quel moment je fais du spécifique, à quel moment j'intègre les deux, comment je peux créer des situations. Et enfin, le dernier point, c'est que j'ai créé sur PowerPoint aussi des tableaux avec des semaines types d'entraînement sur la gestion de la charge avec des notions de couleur pour dire voilà, ça c'est un sportif amateur, ça c'est un sportif pro. Quel est le continuum? Comment je fais passer des semaines? Quels sont les états de forme, les moments, les récupérations, les timings, les 2 fois par jour ou 1 fois par jour ou 3 fois par jour? Comment je fractionne tout ça pour faire progresser un athlète à court, moyen et long terme? Ok, ouais, c'est hyper riche. C'est hyper riche. C'est pour ça que ça nous prend aussi 2 ans parce que, bon, outre le fait qu'on n'a pas bossé que sur ça, Mhm. que Fred est hyper occupé, moi je suis occupé aussi, mais on a quand même, je sais pas combien on a d'exercices filmés, mais je pense qu'on a plus d'une centaine d'exercices filmés qui vont vraiment de la rééducation, du GHD, de toutes les situations pour le bas du dos, pour la colonne, pour le cou, vers les gros mouvements de prépa physique. Ça, c'est juste les vidéos. Et puis après, comment les utiliser, comment les mettre en place, voilà. Et après, comment contextualiser tout ça? Parce que je voulais pas, si c'est pour faire une formation prépa physique en disant, ah, les gars, le Zercher chair squat et les rotations à la landmine, avec ça, vous allez gagner les Jeux Olympiques, ce qui est à peu près le cas de tout le monde. Et après, tu fais un Tabata sur un assaut bike. Non, bah ça il n'y a pas besoin de nous et il n'y a pas besoin de notre réflexion pour ça, quoi. Mhm, mhm. Sachant que vous avez tous les deux, bon, toi on en a parlé, mais vous avez tous les deux une expérience pratique dans les sports de combat, dans le sens où Fred aussi a pratiqué le judo à haut niveau, même si il a toujours refusé de se battre Ah, récemment. il y a eu un affrontement quand même. Il y a eu au moins 2 affrontements. Il y a eu un affrontement sur ton canapé. Ouais, c'est très Tu peux bizarre. le filmer. Ok, un peu, oui, c'est vrai. Pas Et affrontement. il y a eu un affrontement dans la rue à la sortie d'un restaurant. Ouais. Ça en dit long, ça en dit long. En disant sur le niveau des gars. Même le bar knuckle, tu vois, c'est un truc un peu plus évolué, quoi. C'est une bagarre de bistrot, les gars, quoi. Mais du coup, oui, il a quand même une grande expérience dans les sports de combat également. Donc, du coup, c'est vrai Première que, div de judo, hein, Fred, il a joué un peu au rugby. ouais, donc ça montre bien que dans la formation, les gens pourront retrouver à la fois la théorie, à la fois la pratique, à la fois le côté préparateur physique, et puis l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il sait que les personnes qui ont conçu cette formation sont aussi passées par le statut d'athlète, de combattant, et du coup ont cette vision des choses. Donc, Ouais, et puis je rajoute un truc, c'est que première div de judo en France, les gens se rendent pas compte, mais c'est monstrueux, hein. hmm. C'est quand même dans un des meilleurs pays. Enfin, c'est pas. Il y a plein de sports où tu es haut niveau, mais là, tu es première div d'un sport dans un pays où il y a. Enfin, on est parmi les meilleurs au monde historiquement, quoi. Donc le niveau de première div judo en France, c'est très, Ouais. très, très, très bon. Il y a Ouais. des gars qui sont en fin de première div judo qui pourraient sûrement être en équipe nationale dans d'autres pays. Non, donc même s'il a toujours, bon voilà, il fuit un petit peu, J'ai toujours refusé de m'affronter. mais s'il y a Le toujours. message est passé publiquement, Frédéric. Et, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je pense qu'on a balayé quand même pas mal de thèmes sur la préparation physique dans les sports de combat. Tu as été très généreux sur les informations. Ceux qui veulent en avoir encore plus, bah, du coup, il faudra attendre la sortie en septembre Et euh, le présentiel et le présentiel. mi-janvier. Mi-janvier 2026, parce que du coup, ce sera pas 2025, étant donné que nous sommes en juin, selon toute vraisemblance. Donc les dates sortiront et la formation sortira et moi j'ai hâte de la découvrir et je pense qu'effectivement comme il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais peu de choses de qualité ont été faites dans les sports de combat, je pense que vraiment ça fera la différence. On espère. Allez, merci Louis.